Salut à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Dans un épisode précédent, nous avions accueilli Antonin Gilbert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Gentil qui est caméraman et qui nous permet de découvrir le monde sous-marin à travers les super films des expéditions Gombessa. Salut Yannick. Salut les gars, ça va? Ça va. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Yannick Gentil et je suis caméraman de l'équipe Gambessa. Ça va faire plus de 15 ans que je participe à toutes les expéditions, voire même je connaissais Laurent avant que Gambessa se crée. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as rencontré Laurent? Avec Laurent, on s'est rencontrés à l'époque, je travaillais avec mon frère, toujours d'ailleurs, il est sur les expéditions Gambessa. Et on s'est rencontrés au travers de festivals. On présentait nos films, il présentait les siens. On faisait beaucoup de plongées lui aussi, donc on est rentré gentiment en contact avec lui. Ça a bien croché, on est très vite devenus amis. Il nous a proposé de le rejoindre sur un petit projet et pour cela, il fallait être formé au recycleur et on ne l'était pas. Il a dit: «Si vous arrivez à vous former dans un délai d'un mois, vous pouvez me rejoindre sur cette expédition» et pour lui, c'était pas possible de se former en si peu de temps au recycleur. Et mon frère et moi, en moins d'un mois, on s'est formés et du coup, là, il a senti notre motivation et de là est partie, l'aventure Gambessa. Donc, ton premier film avec Laurent, c'était quoi du coup? Alors, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pour un record de plongée à Villefranche où il voulait faire la photo à 200 mètres de fond, OK. mais ça, c'était pas vraiment un documentaire. Donc on a fait ce record de plongée à 200 mètres et après on a fait les 3 dernières émissions, Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot. Et après la troisième émission a commencé le Sélacanthe, qui avait déjà une petite place dans Ushuaïa Nature. Donc le dernier Ushuaïa Nature, c'était sur le Sélacanthe et 2 ans après, on en a fait un plus gros documentaire. OK. Donc, tu fait toutes les expéditions Gombessa? J'ai fait toutes les expéditions Gambessa, à part la saturation de l'année passée ou d'il y a 2 ans. Donc celle-là, je l'ai pas faite, mais finalement, elle est pas terminée parce que le film a pas été fait et on va refaire une saturation l'année prochaine. Donc je serai de la partie, donc finalement, j'aurai fait toutes les émissions. Est-ce que la première fois que tu as plongé, tu as eu peur? Alors la 1re fois qu'on plonge, on a toujours un petit peu d'appréhension, mais est-ce que c'est de la peur, un peu d'anxiété peut-être? Oui. Après souvent les premières plongées, c'est en piscine, il fait chaud, donc ça va encore, mais c'est plutôt par la suite, c'est pas forcément la 1re plongée qui fait peur. C'est quand on commence à apprendre à plonger et à un petit peu gravir les niveaux, là, on va peut-être un peu plus profond, on va aller où c'est un petit peu plus noir et c'est là qu'on se fait peur. Je dirais quand on connaît pas, on n'a pas vraiment peur. C'est quand on commence à connaître, on a peur. Donc plus on devient bon et plus on a peur. Ah. Donc, aujourd'hui, quand tu plonges, des fois, tu as un peu enfin, tu de l'appréhension quand tu fais des grosses plongées? Peut-être parce qu'on commence à connaître le danger Mmh. et à savoir ce qui peut arriver et à avoir même l'anticiper. Ouais. Et plus on a d'expérience et plus on a vécu peut-être un peu des mauvaises expériences. Alors qu'au tout début, ben, tout est neuf et tout est beau. Mais je pense qu'au sein de l'équipe Gambessa, on a tous de l'appréhension avec ces plongées. C'est vraiment des très, très grosses plongées. Donc on est obligé d'avoir un peu d'appréhension. C'est ça qui engendre la concentration, c'est ça qui fait qu'on va anticiper les dangers. Donc et oui, il faut de l'appréhension. Et je pense clairement, on a tous une petite boule au ventre quand on descend à 100 mètres et qu'on va y rester, plusieurs heures. Tu as déjà eu une panne d'air? Alors je pense que je suis, spécialiste de la panne d'air, oui. Alors j'ai souvent eu des pannes d'air et ma plus grosse panne d'air, c'est pendant ma formation, au recycleur justement. C'était la dernière plongée. Elle se passait à 100 mètres de profondeur dans un lac en Suisse. L'eau, elle était noire, elle était glacée. Je crois qu'elle faisait, 6 ou 7 degrés. Et là, à 100 mètres, je n'ai plus eu d'air du tout. Plus d'air dans la machine,
En fait, je faisais un exercice avec mon instructeur et pendant l'exercice, j'ai vidé mes petites bouteilles d'air parce que les bouteilles d'air d'un recycleur, c'est très petit, ça se vide vite, surtout à ces profondeurs. Et au moment où l'exercice était fini et que j'ai remis mon embout en bouche, là, j'ai remarqué que j'avais plus d'air du tout. Et vu qu'on respire dans un recycleur, il y a tout le temps un tout petit peu d'air, mais vraiment un tout petit peu, juste pour un petit peu respirer, mais très, très légèrement. Et là, vu que j'avais plus d'air et qu'on était sur une paroi verticale comme ça, j'ai commencé à couler et j'arrivais plus à mettre de l'air pour me gonfler. Et donc, j'ai commencé à couler sans air et mon frère et l'instructeur, ils avaient pas vu ça, ils commençaient à remonter. Et là, à un moment, ça coulait vite, j'ai réussi à crier un peu. Ils sont venus me chercher, ils ont réussi à me secourir, mais ça aurait pu mal finir ce jour-là. C'est pour ça qu'après on a de l'appréhension et on fait attention. Bah, ouais, après ça doit être un peu impressionnant la fois d'après quand tu replonges, quoi. Et voilà et surtout que c'était au tout début du on se formait au recycleur, donc après il faut du temps, pour ne plus avoir peur de ça. Est-ce que tu as des enfants? Ah oui, j'ai un petit enfant de 2 ans. Est-ce que, tu plonges différemment ou est-ce que tu as plus d'appréhension depuis que tu es papa? Alors oui, quand on a une famille, on fait beaucoup plus attention aussi également. Quand on n'a pas de famille, un accident, c'est nous qui allons le payer, mais quand on a un petit enfant qui attend à la maison, c'est sûr qu'on fait beaucoup plus attention. Je pense que les membres de l'équipe qui ont des enfants, ils diront pareil, que ça soit Laurent ou Florian. Quand on a un enfant, on a plus peur. Peut-être même, demander à votre papa, hein. C'est, le, bébé qu'on a vu avec qui tu faisais du parapente? Ah, vous avez vu ça? Ouais. Ouais. Voilà, c'est lui, ouais. Ah, c'était mignon. Et du coup, t'aimes le parapente? Est-ce que tu retrouves des mêmes, sensations qu'en plongée? Hem, non, j'ai l'impression que le parapente et la plongée, c'est les opposés et d'un autre côté, ça se retrouve. En parapente, on va essayer d'aller le plus haut possible, on est dans l'air et en plongée, c'est le contraire, on va aller le plus bas possible et on est dans l'eau. C'est un peu les éléments opposés et les altitudes opposées, mais voilà, j'aime c'est les 2 éléments qui me conviennent et je pourrais pas vivre, sans l'un ou sans l'autre, ou moins bien. Aïe, voilà. Moi, je suis comme Michael Jackson, tous les jours il me faut 2 heures de caisson suroxygéné pour garder cette jeunesse éternelle. Est-ce que tu as déjà vu une baleine? Alors la baleine, c'est un petit peu le sujet tabou qu'il faut pas parler avec moi. Les baleines, ça fait très, très longtemps que j'essaie de nager avec, alors oui, j'en ai déjà vu, mais c'était très furtif, j'en ai vu plusieurs fois. Mais des vraies rencontres avec les baleines, comme on peut le voir avec le baleineau, la maman qui vient, des vraies rencontres, j'ai jamais eu ça, il me manque et tu vois, je suis déjà vieux et j'attends toujours de vivre ce moment. Une belle rencontre avec une baleine. Voilà, je l'ai encore jamais vécu, j'en ai vu, mais pas comme j'ai envie. Ok. Quel est ton animal sous-marin préféré? Alors, l'animal sous-marin préféré? Je dirais c'est Laurent Balesta. Mais c'est pas un animal. Bah Bah si, mais c'est pas un poisson, Laurent Balesta. bah, Alors, le préféré, je sais pas, on va dire celui pour l'instant qui m'a le plus marqué, c'est le sélacanthe, parce que voilà, c'est un poisson un peu spécial que peu de gens ont vu. Et après, les animaux qu'on a toujours plaisir à voir sous l'eau, c'est peut-être un peu idiot, mais c'est les dauphins. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on voit un dauphin sous l'eau, même si on en a vu des centaines de fois, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il vient te voir avec un grand sourire, il est joueur. Voilà, si en plus il vient proche, donc le dauphin, ça fait toujours plaisir. Et après, il y a plein de petits animaux, des fois qui viennent, dès le moment où il y a une petite interaction, ben, ça fait plaisir. Un petit poisson qui vient te voir au palier, ou un gros requin qui passe comme ça au large, fait une ombre. Mais de souvenir, le sélacanthe, c'est un poisson que dans l'équipe Gombessa, on aura du mal à oublier. Et le dauphin, quand il passe dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Je dis ça parce que j'ai jamais vu de baleine vraiment, sinon j'aurais dit la baleine. bah, peut-être dans quelques années, tu diras la baleine. Ah, j'espère, hein, on verra. Quelle est ta plus belle plongée? Alors, c'est pareil, les plongées, la plus belle plongée, ça c'est dur, hein, une plus belle plongée. Bah, peut-être, ça peut être la toute première fois où tu respires sous l'eau, voilà, ça tu l'oublieras jamais.
Et après de nouveau, c'est les rencontres, il y a plein de belles plongées, hein. C'est souvent avec les gros animaux, plonger avec un requin blanc, plonger avec le sélacanthe à nouveau, les premières plongées profondes. Souvent, c'est les premières rencontres et les premières fois qui marquent le plus. Mmh. Voilà. Quelle était ta plongée la plus profonde? Alors moi, j'ai jamais atteint 150 mètres. Je crois que je me suis arrêté à 148 mètres,2. Il me semble que c'est ça. C'est précis, hein? Mais j'ai ce souvenir de regarder mon ordinateur et voir 148,2. Et quelqu'un de normal, quand il voit ça, il va vite à 150, mais vu que nous, souvent, on travaille, alors ça fait plaisir d'être à cette profondeur, d'être à 150, mais vu qu'on travaille, en fait, on s'amuse pas à faire des petits recours comme ça quand on travaille. Donc je suis allé à 148, bah, j'avais besoin et voilà, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'était ta plongée la plus longue? C'était pas forcément la plus longue, hein, le la profondeur, ça veut pas forcément dire, plus profond, plus long. J'ai remarqué, on fait souvent des plongées beaucoup plus longues dans 50, 60 ou 80 mètres d'eau. Parce qu'on va rester un peu plus longtemps et on va vraiment faire des très, très longs paliers, mais non, je pense que la plus longue, c'était une plongée à 100 mètres où c'était en Polynésie, je devais descendre à 100 mètres, attendre Laurent qui faisait un passage comme ça devant moi et on remontait ensemble. Sauf qu'arrivé à 100 mètres, je l'ai attendu pendant 20 minutes parce que lui, en fait, il a eu un problème, en se mettant à l'eau, il est remonté sur le bateau. Il est arrivé que 20 minutes après. Il a fait son truc, il est venu me voir, là là, il a commencé à nager à gauche, à droite et là, je suis allé le voir et j'ai montré mon ordinateur pour lui montrer que j'avais quand même beaucoup de paliers et là, il a vu comme ça, il a vu que j'avais 6 heures et demie de paliers. Il a fait: «Oh, mais comment ça se fait que tu as tous ces paliers?» vu qu'on parle un peu sous l'eau et voilà, j'ai dit: «Beh oui, ça fait quand même 20 minutes que je t'attends» et là, du coup, on est remonté et vu que c'est en Polynésie, on a fini nos paliers. Il a fait ses paliers avec moi dans la passe de Fakarava. Dans de l'eau toute claire, toute chaude et ça se passe bien, mais si on avait été au large et il faut faire 6 heures et demie pendu à un fil, ça c'est moins drôle. Est-ce que, les paliers, aussi longs que ça, vous vous ennuyez pas quand même un peu? Ça dépend les personnes, moi je m'ennuie énormément. Laurent, Thibaut, Justine, ils ont des petites liseuses et ils lisent des livres et moi j'avoue que sous l'eau, j'arrive pas à lire, donc j'attends et je m'ennuie énormément, donc j'aime pas les paliers. Quand tu plonges à d'aussi grande profondeur, ça doit pas être pratique de pas aimer les paliers. Ah non, effectivement, c'est pas pratique, c'est un peu contradictoire, mais Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger? ce qui m'a donné envie de plonger, moi, je crois bien quand même que c'est le commandant Cousteau, hein. Quoi qu'on dise, il faisait des belles émissions et les gens de notre génération, c'est souvent les seules émissions qu'ils avaient le droit de regarder et c'est un petit peu lui qui a découvert, qui a mis en image avec d'autres, hein. Mais c'est lui qu'on voyait, donc c'est clairement lui qui nous a donné envie de plonger. OK. Bah, je pense que maintenant, c'est plus des personnes, comme vous qui nous donnent envie de plonger. Enfin, nous avec Gabin, grâce à vos films, vous êtes un peu la nouvelle équipe du commandant Cousteau. Bah, c'est gentil, ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment est venue ta passion, pour, le film? La passion pour le film, c'est venu un petit peu, avec mon frère. Nous, on a très vite quitté la maison pour voyager et un jour, on s'est dit: «Pourquoi on ferait pas des films de nos voyages?» Voilà, c'était assez simple et on a acheté du matériel et comme on dit, on s'est formé en autodidacte. Donc on s'est auto-formé et petit à petit, ça a marché et de là, on a rencontré Laurent qui nous a présenté à Nicolas Hulot et ainsi de suite. Donc voilà, à la base, c'était pas forcément une passion, c'était un outil pour travailler. Donc, vous avez jamais fait de formation, pour, apprendre, le cadrage et cetera? Non, jamais, jamais. Waouh! On a acheté du matériel et on a commencé comme ça. En tout cas, vous faites de super reportages, donc, Ouais, ça, c'est vrai. Ah bah, c'est sympa, merci. D'ailleurs, ce matin, enfin, on a regardé un reportage et en fait, qui était sur, les mérous en Polynésie et en fait, la qualité de vos images, était vraiment, super par rapport, à celles qu'on a vues et donc enfin, est-ce que tu saurais pourquoi là, vous avez une qualité, d'image, aussi super? C'était quoi ce documentaire? Le National Geographic? Le National Geographic, il est très, très réputé pour ses magazines
et du coup, il a la même réputation un petit peu pour ses films. Mais ça va être des films à petit budget, comparé à, par exemple, aux films Gombessa ou à d'autres films, hein, il y a pas que les nôtres. Donc on croit toujours que les films National Geographic, c'est des très, très beaux films, mais ils mettent un petit peu moins d'argent, donc ils vont peut-être aller avec des caméras un peu moins bonnes et ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on voit un changement de qualité. Le reportage va être peut-être fait beaucoup plus vite. Nous, les Mérous, on est allés, 2 ans d'affilée filmer ça. Peut-être qu'eux, ils sont juste allés 2 semaines. Donc tout ça, la durée du tournage, le matériel utilisé, le nombre de personnes, la façon d'éclairer, tout ça va jouer sur la qualité de l'image. C'est un petit peu comme quand on fait à manger, si on fait vite à manger, ça va être souvent un petit peu moins bon, ça va se manger, mais ça va être moins bon que si on cuisine pendant des heures. Oui, il y a le petit café caca, il veut que je le change. Ce soir, on va filmer à la fantôme. Faire des images au méga ralenti. Et si ça marche pas, je suis viré. Est-ce que tu utilises tout le temps la même caméra? J'utilise principalement la même caméra, oui. Tu utilises laquelle? Pour la plupart des images, c'est la grosse caméra. Si vous voulez le nom, c'est une Sony F55 avec un caisson Subspace. Ça, c'est ce qu'on utilise, c'est la caméra que j'ai et que j'utilise. Et après, on a aussi du plus petit matériel, un peu plus léger et plus pratique à manier. C'est également des petits appareils photo Sony. Voilà, en gros, ce qu'on utilise. S'il faut faire du macro, je vais plutôt utiliser un appareil photo. Et quand c'est de l'image traditionnelle, c'est les grosses caméras. Tu fais un peu de photos ou pas? Ou c'est exclusivement de la vidéo? Alors moi, je fais uniquement de la vidéo, ouais, pas du tout de photos. Et de toute façon, dès le moment où tu travailles avec un photographe, tu vas pas faire de photos. Tu le laisses faire, c'est son travail. En parlant de photos, quand j'étais en stage, j'ai pu, essayer de porter un appareil photo de Laurent. C'était franchement super lourd. Est-ce que les caméras, elles sont aussi lourdes ou plus lourdes? Alors les vraies caméras, elles sont oui, c'est beaucoup plus lourd. Ma caméra, je crois qu'elle fait 35 ou 40 kilos. C'est une caméra qui elle fait plus de 80 centimètres de long avec le caisson, donc c'est extrêmement lourd. Après les petits appareils photo qu'on veut utiliser, c'est un petit peu, comme ceux de Laurent, voire plus léger, mais la caméra, oui, c'est très, très lourd. Mais du coup, ça doit être super encombrant sous l'eau, non? Une fois sous l'eau, ça pèse plus rien, donc c'est nous qui l'équilibrons, elle est neutre, elle est vraiment neutre et c'est pas non, c'est pas encombrant vu que ça pèse rien. Ça prend un peu de place, mais c'est pas problématique à part quand il y a vraiment du courant, si on va plonger dans des rivières, des choses comme ça, mais sinon plus c'est gros et plus ça va être stable, on va pouvoir faire des avancées très douces, très calmes. Une grosse caméra, elle se pose un petit peu sur l'eau comme ça. Elles ont combien de temps d'autonomie, tes caméras? Alors la caméra que j'ai, là, je l'avais spécialement elle a été faite sur mesure pour, le tournage en Antarctique qu'on avait fait avec Laurent et Luc Jacquet et vu qu'on allait plonger en eau très, très froide, là, j'avais fait à l'arrière de la caméra un gros compartiment pour mettre une très, très grosse batterie. Parce que dans le cinéma, on peut vraiment choisir toutes les batteries qu'on veut, comparé à une caméra, grand public, qui a juste 1 ou 2 sortes de batteries. Dans le cinéma, il y a plein, plein de grosses batteries. Donc là, j'ai une batterie, je peux filmer pendant 4 heures avec. Donc j'ai pas de problème d'autonomie, j'aurais des problèmes, de carte. J'ai une carte qui va filmer pendant 1 heure et ensuite j'ai 2 petites cartes qui peuvent filmer également pendant 1 heure d'un un petit peu moins bonne qualité. Et donc toi, tu filmes et est-ce qu'après tu t'occupes aussi du montage ou ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait? Non, en principe, le caméraman va faire les images. Le soir, il va faire un rapport de ce qu'il a filmé pendant la journée. Donc, il faut passer en revue un peu toutes ces images. Ça, c'est quelque chose que je fais très, très mal et je me fais à chaque fois un petit peu gronder. Et après, le montage, c'est vraiment la post-production. Ça va se passer dans des studios et c'est fait avec un monteur, c'est fait avec le réalisateur, mais ça va pas être le cadreur qui fait ça. Nous, on s'occupe de filmer, de noter ce qu'on a filmé, on donne un compte rendu et c'est tout. Mais après, ça arrive qu'on nous appelle parce qu'ils savent plus si on avait bien fait cette image ou pas mais on se déplace pas sur les bancs de montage. Tout à l'heure, là, tu nous parlais de l'Antarctique. Donc, bah, là-bas, il doit faire hyper froid. Donc moi, je suis une personne, frileuse, très, très frileuse, et je me demandais, est-ce que donc, c'est là-bas que tu as eu le plus froid ou c'est, par exemple, avec des plongées à l'hélium qui refroidit vachement le corps? Donc l'Antarctique, l'eau elle avait -1,8 en dessous de zéro.
Et c'est vrai qu'on dès qu'on se met dans l'eau, on se glace. Après on avait des très grosses combinaisons, des systèmes chauffants, des gants chauffants, un gilet chauffant. Il y a quasi tout qui chauffait. Donc tant que ça fonctionne, on n'a pas chaud, mais on n'a pas froid. Bah, la moindre panne, bah, ça tombe quand même souvent en panne. Là, c'est limite, plus acceptable. C'est un froid qui est tellement prenant que, voilà, il faut si on a des paliers, on va rester, mais sinon il faut sortir. Si les gants tombent en panne, c'est plus tenable, mais c'est un froid externe. Alors que la plongée hélium, quand on plongeait en saturation, ça c'est un froid interne. On a l'impression que c'est nos os qui sont congelés. OK. Donc c'est pas le même froid, mais c'est un froid qui est épuisant, qui glace, c'est vraiment un froid qui vient de l'intérieur. Donc il y a le froid d'Antarctique, qui est un froid qu'on connaît tous quand on va dehors et qui fait froid, qu'on a les doigts qui piquent, et l'hélium, c'est un froid glacial c'est vraiment pas agréable. Alors, Gabin adore le requin marteau, donc il voulait te demander si tu en avais, tu as sûrement déjà vu en Polynésie, mais il voulait te demander comment était ta première rencontre avec un requin marteau? Alors la première fois que j'ai vu, on va dire, le grand requin-marteau, c'était pendant sur le tournage de 700 requins. Donc là, on filmait les petits requins gris, dans la passe de Fakarava, et je sais plus, voilà, on était je pense qu'on était en affût avec un autre caméraman, Yann Dubert. On était tranquille et là, on s'attendait pas à le voir, et voilà, on voit une énorme masse au loin comme ça arriver, elle s'approche et il est vraiment venu face à moi. Il est arrivé et c'est vraiment énorme, énorme. Et là, il est arrivé et à 1 mètre de moi, comme ça, il est arrivé tout près, et qu'il a tourné gentiment. Et j'en avais jamais vu, et c'est un animal qui est magnifique, hein, c'est beau, il a une énorme dorsale comme ça. Il est arrivé tout calme. Mais maintenant que j'y pense, en fait, la première rencontre, c'était pas du tout celle-là. C'était plutôt quelques semaines auparavant, en pleine nuit, pendant qu'on filmait les chasses des requins gris. Et là, effectivement, un jour, il y a un truc qui est arrivé en trombe devant nos lampes à 1500 à l'heure et qui nous a tous vraiment fait peur. On a vu cet énorme requin arriver devant nous comme ça, wham, et repartir. Et c'était là qu'on a vu la première fois le requin marteau. Il nous a bien fait peur. Il est arrivé très très vite, il est reparti très très vite. On savait pas où il était, on savait qu'il mangeait des requins gris et on était entouré de requins gris, donc on n'était pas rassurés. Mais c'est ça, moi, la première rencontre, c'est là que je l'ai vu. On a eu peur. Eh beh, écoute, c'est aussi la première rencontre avec un requin marteau d'Antonin, qui nous a raconté aussi un petit peu cet épisode. Donc c'est là, tu vois? Bah, on était ensemble, c'est ça. C'était pendant ces plongées-là et c'est sûr que ça nous a marqués. Oui, je pense qu'on a tous eu un peu peur, mais Est-ce que le requin marteau, il est fort? le requin marteau, je pense que c'est un des top prédateurs de la mer, hein. Déjà, il va se nourrir d'autres requins. C'est vraiment un gros, gros, gros requin, hein. Il est puissant, il a de la force, il arrive à détecter absolument tout ce qui se passe. Je pense que le requin blanc et le requin marteau, c'est vraiment dans les requins les top prédateurs, des fonds marins. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont forcément nous manger. Nous, on est trop maigres, on n'a pas assez de gras. Donc peut-être toi, hein, si tu as mangé un peu un bon petit déjeuner ce matin, ouais, bah, peut-être, faudrait dire, hein, peut-être lui va se dire: «Tiens, on a bien mangé, on va goûter tout ça». Bah, j'ai pas beaucoup mangé, hein, ce matin. Ah oui, et tu manges pas des sardines avant, hein? Gabin fera attention, avant de plonger avec, son premier requin marteau. Il fera attention à ce qu'il mange. C'est toi, du coup, qui va faire, bientôt qui va partir pour, le film qui va sortir et l'expédition sur, les grands requins marteaux? Pourquoi personne m'en a parlé? Bah Antonin, il nous l'avait dit? bah oui, bah donc tu le sais. Gabin adore les requins marteaux, c'est un grand fan du requin marteau, en fait. Est-ce qu'il est grand? Ah ben, le requin marteau, il est énorme, hein, il peut faire 5 mètres. Mais Antonin, ça fait bientôt 5 ans qu'il va chaque année pendant 3 mois en Polynésie pour l'étudier, hein. Il a même développé des outils pour réussir à l'approcher sans qu'il ait peur. Et oui, dans 2 mois, enfin, Antonin, il va partir la semaine prochaine, je crois, commencer la mission, et on le retrouve en fin janvier pour faire des images du grand requin marteau. J'ai une autre question. Vas-y. C'est où tu en as vu le plus des requins? Des requins marteaux ou des requins normaux? Les requins marteaux. Alors les requins marteaux, on en voit le plus pour l'instant, c'est en Polynésie. On peut en voir aussi, dans les Bahamas, mais ceux-là, ils sont nourris. Et après, les plus gros rassemblements de requins, c'était dans la passe de Fakarava avec les requins gris pendant la nuit. Là, il y en avait beaucoup, hein. Mais après, les requins marteaux, on en voit un, 2, des fois 3 à la fois, mais
C'est pas des grands rassemblements, mais on en voit quasiment tous les jours. Alors que les grands rassemblements, c'est plutôt avec des petits requins comme les requins gris. Mais moi, déjà que j'en vois à la télé, ça m'impressionne. Alors en réalité, je sais pas, mais Alors en réalité, ça serait pire, hein, c'est vraiment très, très, très gros, hein. Et il a un aileron, il est 2 fois plus grand que toi, l'aileron. Ah ouais, à ce point? Ah, c'est vraiment grand, un aileron de requin-marteau, ouais. C'est le plus impressionnant, en fait, c'est ses nageoires. Est-ce que, vous avez une idée, à peu près quand va sortir, le film? Ah non, celui-là, non, je pense qu'on y retournera encore l'année prochaine, mais ça, en principe, une fois qu'on a tourné, ça met 1 an à se faire et on va encore retourner l'année prochaine. Donc ça, c'est pas tout de suite. On fera celui de la saturation avant. Est-ce que, pour, filmer, tu t'es déjà mis dans des situations, délicates où tu t'es retrouvé, je sais pas, par exemple, au milieu d'un banc de requins un peu, enfin pas en galère, mais presque, pour filmer? Ouais, quand on filme, oui, on se met souvent dans des situations qu'on se serait pas mis forcément parce qu'on va chercher l'action, donc on va aller au plus proche, on va chercher un angle et donc oui, clairement, quand on filme, on se met dans des situations, qu'on se mettrait pas normalement, hein. Pendant les attaques de requins, les images au ralenti, on voit, on est très, très proche de l'action, on est dans la boule, donc Mmh. donc clairement, quand il y a une attaque, on fonçait dedans et sans caméra, j'aurais jamais pensé à faire ça, non. Donc oui, et quand on a une caméra, on va chercher à aller au plus proche de l'action et on se met dans des situations, qui peuvent être des fois un peu plus dangereuses que si on filmait pas, oui. Est-ce que, tu comptes toujours tes plongées? Alors j'aimerais bien compter toujours mes plongées, ouais, mais je suis un peu fainéant et je pense que sur mon livre de plongée, j'ai 10 plongées. Ah. Mais Thibaut, il compte toutes ses plongées et c'est chouette, hein. Si vous continuez à plonger, je vous conseille de les noter, c'est sympa. À chaque fois, il les note, une petite observation et c'est sympa. Moi, je le fais pas et je regrette. Alors, je voulais te demander, tu as quel niveau en plongée et quelle formation? Je suis instructeur PADI, je suis, moniteur 1 étoile CMAS et après, plongeur recycleur, à saturation et ça, il y a que 5 brevets au monde qui ont été délivrés. Waouh! Pas mal, hein? Tu fais partie de l'élite. Et je dirais même l'élite de l'élite de l'élite des élites de l'élite. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et ça m'empêche pas de devoir aller changer les couches du petit qui sont pleines de caca. Mais Yannick, il faut savoir que c'est un peu un animal sauvage. Il est presque aussi sauvage que les animaux qu'on filme. Donc faire son portrait est pas chose évidente. Vous me suivez et on va tenter une approche du Yannick Gentil. C'est un animal discret. Je crois qu'il a... Attention. Voilà. Alors, il est surpris. Voilà, on a droit du comportement animalier. Il y a une photographie d'ailleurs qui peut aider à bien comprendre le personnage. Il est tout simplement en train de mordre la queue d'un crocodile de 4 mètres de long. t'as compté que 10 plongées, mais t'as commencé quand? À quel âge? J'ai commencé la plongée à 1 an et demi. J'étais tout petit. Non, je rigole. Maman y a cru. J'ai commencé la plongée, il faut savoir qu'avec mon frère, on est suisse et on habite plutôt dans la montagne, dans le Jura. Il y a beaucoup de lacs, mais il y a pas la mer, c'est pas vraiment des endroits de plongée. Mais très, très vite, on a su qu'on voulait faire de la plongée et moi j'ai commencé vers 13 ans à plonger et lui également. On a plongé chacun de notre côté et voilà, on s'est formé très tôt tout seul. On a trouvé des clubs et on s'est formé dans les lacs en hiver, dans l'eau froide, l'eau noire et voilà et après on n'a jamais arrêté. Après j'ai peut-être un peu plus que 10 plongées, mais j'ai noté les plongées que j'ai dû noter pour faire ma formation et c'est tout et après, je sais pas combien j'en ai en fait. Je sais que dans l'équipe, celui qui en a le plus, c'est clairement Thibaut. Ça, vous pourrez demander. Lui, il a beaucoup, beaucoup de plongées. C'est lui qui plonge le plus. Je pense même que c'est le meilleur plongeur de l'équipe. On est tous un peu jaloux de ça, mais Thibaut, c'est un très, très bon plongeur. Pour vous, c'est quoi un bon plongeur? Un bon plongeur, c'est l'expérience qu'il a et en fait, voilà, il plonge beaucoup Thibaut. Il est tout le temps dans l'eau, donc au bout d'un moment, être tout le temps dans l'eau, c'est les automatismes qui font que ça devient un bon plongeur et la connaissance aussi, la connaissance physique.
la connaissance des gaz, la connaissance, il a une grande connaissance en plein de choses. Connaissance du matériel, il va pouvoir réparer son matériel facilement, oui. C'est pour ça que c'est un bon plongeur, oui. À estimer, tu penses que tu aurais combien de plongées? Je sais pas, peut-être 1000. Je crois que Thibaut, il en a 3000 ou 4000. Bah, il vous dira ça, hein, il a son carnet lui. Est-ce que tu plonges que pour, les expéditions, Gombessa ou est-ce que à côté tu plonges, aussi, enfin pour, ton «loisir» entre guillemets? Alors je pense qu'on plonge dans l'équipe, on plonge plus trop pour le loisir, donc c'est toujours pour du travail, c'est en majeure partie, c'est pour les émissions, comme Bessa. Après ça peut être aussi souvent pour, Andromède. Je fais aussi partie de l'équipe des plongeurs, biologistes et après sur d'autres tournages. Ça dépend les années. Ces dernières années, c'est essentiellement pour, Gombessa et Andromède. Tous les 2 mois, une grosse mission de plongée peut-être. Et ça vous manque pas du coup de plonger juste comme pour plonger en fait? Non, parce qu'après quand on plonge, c'est grâce aux expéditions ou même aux projets en Andromède, c'est toujours dans des lieux insolites, des lieux difficiles d'accès, donc c'est toujours des plongées très spéciales. Donc on fait chaque fois qu'on plonge, c'est presque des plongées uniques à chaque fois. On va découvrir des sites, on essaie de découvrir des espèces. Tu veux dire bonjour et après tu vas voir maman? Mais après, si on va en vacances, si ça nous empêche pas à chaque fois de faire des plongées. On a toujours plaisir à faire des plongées loisirs. Antonin et d'autres personnes au sein d'Andromède m'ont parlé de la plongée tractée. Est-ce que, tu as déjà essayé? Oui, oui, quand ils ont commencé à faire ça, j'étais dans les équipes de plongeurs, oui. La plongée tractée, c'est assez sympa ça, hein. Parce qu'on communique avec la surface, tu avances un peu comme un dauphin sur cette planche. Tu peux te diriger gauche, droite, haut, bas, ça va vite. Tu vois du paysage, du terrain défiler, tu donnes plein d'informations à la surface. C'est des plongées assez excitantes et d'ailleurs peut-être Antonin il vous a dit, il s'est retrouvé emmêlé dans un filet une fois. Ah non. Il est resté emmêlé, il a réussi à se démêler et vu qu'il y avait une grosse bonite dans le filet, beh, il en a profité, il a ramené la bonite. J'ai vu que tu avais beaucoup voyagé avec ton frère. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de vos aventures et de vos voyages? Oui, oui, depuis l'âge de 17 ans, on voyage avec mon frère. Mmh. On a fait plein de pays, les Papous, on a traversé l'Afrique. À la base, notre passion, c'était ça, c'était le voyage. Vous avez fait quel pays? On a fait beaucoup de pays, hein. Donc on a traversé l'Afrique, en voiture, de l'Afrique du Sud aux Pyramides. Mais avant ça, on a passé notre permis en Afrique parce qu'on savait pas conduire. Waouh! On a aussi traversé l'Amérique centrale en voiture. On a beaucoup voyagé en Asie. On est allé voir les Papous. On est resté 1 an chez les Papous. Les Papous, ils vivent tout nus dans la forêt. Donc on a bien rigolé avec les Papous et voilà, le pôle Nord, le pôle Sud, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore plein de pays. Ouais. Ça a été quoi ton plus beau voyage avec ton frère? Le plus beau voyage, c'était la Papouasie, je pense. Mais il y a aussi la traversée de l'Afrique. De nouveau, tous les voyages sont beaux, mais la Papouasie, c'est un peu spécial, hein, on voit des choses, voilà, c'est spécial, c'est les Papous. Est-ce que, il y a une question qu'on t'a jamais posée, que tu aimerais qu'on te pose? C'est peut-être la meilleure question qu'on m'ait posée ça, hein. Ouais, je sais pas c'est quoi la question que j'aime. Maintenant la question qu'on pourrait me poser, hein, c'est: «Est-ce que vraiment je préfère faire du parapente ou de la plongée?» Ah! Ah! Bah, j'allais la poser, mais je me suis dit, je pense Waouh! qu'il allait préférer la plongée. Hein? Bah, vas-y, pose-la. Bah, tu préfères quoi entre le parapente et la plongée? Ah bah, tu vois, ça c'est la question que j'ai toujours rêvé qu'on me pose et qu'on me pose jamais. Peut-être parce que personne ne voit tes vidéos de parapente? Ouais, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais c'est dur, hein. Je crois qu'il y a que moi qui sais ça. Et nous? Et nous? Ah non, bah, je vous ai pas répondu. Donc tu préfères la plongée ou le parapente? Je crois qu'il faut que ça reste un mystère. Ah! Mais non! Ah si, parce que si je dis que j'aime plus le parapente, là, ça va pas. Parce que, l'équipe Gombessa, non. Bah, tu qu'à dire la plongée. Si je dis que j'aime plus la plongée, peut-être que je mens, Ah! donc on sait pas. C'est dur, hein, c'est dur. Ça dépend des jours peut-être, voilà. Lundi parapente et mardi plongée. Ça serait l'idéal, exactement. Si ma vie était comme ça serait l'idéal. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ah bah, quand vous voulez, hein, quand vous venez. Vous habitez où? En région parisienne. Ah bah, on peut aller plonger dans la Seine peut-être. Et toi? Moi j'habite dans les Pyrénées. On va venir dans les Pyrénées, ce sera mieux.
mais il y a que des petites rivières avec 1 mètre d'eau. Ah. Par contre, si vous me demandez si vous voulez faire un vol en parapente, ça, c'est tout de suite, Ah hein. ouais, grave. Ou en avion. Un vol en quoi? En avion ou en parapente, comme vous voulez. Le parapente, c'est mieux. Non, Il y a dilemme. Il y a toujours dilemme dans la vie. Tu pilotes des avions? Oui, Waouh! hein, ça vous saviez pas, hein. Non. Ben voilà. Eh beh, merci beaucoup, Yannick, de nous avoir, accordé du temps. Ben, ça m'a fait plaisir Ouais, merci beaucoup. À bientôt! et à bientôt À bientôt. et continuez à plonger. C'est mieux que le parapente. On aura eu la réponse. Allez, au revoir. Au revoir.